Notre clinique virtuelle avec le docteur François Marquis, qui est interniste, chef de l'unité des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Rebonjour, docteur Marquis. Bonjour, bonjour. Alors, d'autres questions. Là, les animaux. Ça fait plusieurs fois que les gens nous posent la question. Là. Il y a William qui nous dit, est-ce que les animaux peuvent souffrir ou être porteurs de la COVID-19? Je parle de nos chats et de nos chiens, mais également du bétail et de la volaille dans nos fermes. OK. Bon, moi, je ne suis pas un vétérinaire, là, mais à date, là, les revues scientifiques qui ont parlé là, de transmission à travers les animaux domestiques, c'était, disons, pas nécessairement les articles les plus poussés et les plus rigoureux, disons. On n'a pas de preuves présentement pour les animaux domestiques. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que l'animal domestique, comme une surface, peut aussi transporter. Donc, si on a du virus sur les mains, on caresse notre chien parce qu'il est doux, puis que ça nous fait du bien, puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui prend le chien, qui flatte le chien, bien là, sur la fourrure du chien, il peut avoir eu transmission, comme il l'aurait eu aussi sur n'importe quelle autre surface. Donc, c'est pas tant que Fido va nous tousser en pleine face puis va nous donner un COVID. Maintenant, pour l'histoire des volailles, il y a effectivement des coronavirus qui s'attaquent à la volaille, mais c'est pas le même coronavirus et donc, je pense pas, là, de toute façon, il n'y a comme pas des tonnes de gens qui vivent à ce temps-ci avec des poules dans leur maison. Là. Je pense que c'est un problème qui devrait être assez bénin là, pour la population en général. Mais c'est bien de le mentionner, de faire la part des choses sur le poil des animaux. Il peut rester là pendant un petit bout de temps. Encore une fois, on en revient à ça. On se lave les mains et ça répond à la question d'Éric. Éric nous disait qu'il ne voulait pas mettre ses parents en contact avec le chien. Là, il dit, est-ce que je peux les laisser quand même avoir contact pour faire un peu de zoothérapie? Oui, mais en se lavant les mains régulièrement. Oui, mais surtout, le problème, c'est qu'il faudrait laver le chien régulièrement. Oui, c'est ça, exactement. Mais la zoothérapie, ça, j'y crois profondément. Isabelle nous dit, concernant la contamination sur les surfaces sèches, est-ce qu'on devrait passer une lingette sur les articles qu'on achète à l'épicerie, par exemple? L'eau, puis le savon, puis l'alcool, c'est pas mal les choses qui fonctionnent le mieux. Les lingettes, le problème, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit chimique à l'intérieur. Il y en a plusieurs qui sont vraiment pour usage externe seulement, qu'on devrait surtout pas avaler. Si on avale un petit peu de savon résiduel, à part que ça goûte pas bon, c'est pas très dangereux. Donc, les lingettes, il faut faire attention. Il y en a quelques-unes qui ont des trucs un peu toxiques dedans et il y en a surtout qui sont moins efficaces à détruire les virus de type COVID que le bon vieux savon. C'est que des fois, là, plus de technologie, c'est pas une bonne chose. Oui, le jeu de base, comme on dit. Carole nous dit qu'elle a une tuberculose latente depuis quelques années. Elle se demande si elle serait mieux de se faire traiter cette pathologie, même si elle n'est pas active. Elle dit que la COVID-19, ça me fait réfléchir. J'ai peur que si je contracte la COVID, ma tuberculose s'active. Est-ce que ces craintes sont fondées? Bon, la tuberculose est une infection bactérienne qui est un peu particulière. Elle va toujours très lentement. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que le meilleur moment de commencer un traitement pour une tuberculose latente, là, je pense qu'elle est mieux de rester tranquille chez elle. Maintenant, après, quand tout ça va être fini, si ça la fait réfléchir à faire traiter cette tuberculose, c'est une chose. Mais si elle attrapait le COVID demain matin, je pense pas que la tuberculose battrait le COVID sur une course. C'est une infection qui est très lente. Chaque chose en son temps. Julie, elle a eu une chirurgie bariatrique, un bypass en juin 2019. Est-ce qu'elle est plus à risque? Elle a 49 ans. Est-ce qu'elle est plus à risque d'attraper le COVID-19? Non. La plupart des gens qui font des bypass gastriques ont un excellent suivi médical, sont des gens relativement en santé. Ils deviennent souvent plus en santé après qu'avant. Donc, moi, à moins qu'elle ait d'autres problèmes, là, le bypass, c'est pas une procédure qui touche le système immunitaire. On a beaucoup de cas concernant les femmes enceintes. Sophie nous demande, une femme enceinte n'est pas plus à risque de contracter la maladie, mais si ça arrive, quels sont les risques qui peuvent survenir? Exemple, problèmes respiratoires, par exemple. En fait, pas plus que s'il n'était pas enceinte. C'est pas mal les informations dont on dispose présentement. Le fait d'être enceinte ou pas enceinte n'a pas l'air d'avoir un énorme impact sur le détour de la maladie et les conséquences. Julie, mon garçon de 5 ans fait de l'asthme, pas à l'effort pour l'instant. Il est traité à la cortisone tous les matins. Lorsqu'il contracte un virus respiratoire, il peut rapidement faire un bronchospasme. Est-il considéré à risque s'il contracte le virus, même si les enfants, généralement, on dit qu'ils sont atteints moins gravement?
Alors ici, on a plusieurs éléments. Donc, la cortisone en inhalation, habituellement, elle n'est pas considérée comme une immunosuppression pour le corps. Ça reste très, très, très local. Maintenant, effectivement, si à chaque fois qu'il attrape un virus respiratoire, il fait un bronchospasme, ben, c'est un virus respiratoire, ça aussi, c'est que ça pourrait arriver à faire la même chose. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'habituellement, Madame semble très habituée, donc elle connaît son enfant, elle sait si c'est léger, si c'est plus important, elle va être en mesure là, de réagir adéquatement. Mais techniquement, oui, parce qu'il y a de l'asthme, puis qu'on imagine être quand même un asthme peut-être à tout le moins modéré, il est un peu plus à risque que quelqu'un d'autre. Là. Mais je pense qu'elle a bien fait la part des choses, que les enfants en général, même s'ils peuvent être malades, ils n'en meurent pas, mais ils peuvent être malades et ils peuvent avoir besoin d'être hospitalisés, chose que nos adolescents et nos jeunes adultes n'ont pas l'air d'avoir compris. Sylvie, dernière question. Une question pour le professionnel de la santé que vous êtes. Je comprends que ce n'est pas vous qui prenez toutes les décisions politiques. Là, elle dit, bon, les gens sont encore obligés de prendre rendez-vous pour un prélèvement en attendant des heures pour rien, ça raccroche, c'est très insécurisant. Pourquoi mettre pas ça directement? Pourquoi pas, on ne peut pas se rendre directement pour avoir droit à un prélèvement? Elle ne comprend pas le système, la façon dont ça fonctionne présentement. Il faut le dire, hein, c'est ça. Jusqu'à nouvel ordre, il faut prendre rendez-vous. On ne peut pas se présenter à l'improviste dans les différents centres. OK. Il y a deux réponses à ça. La première, c'est quand on a une pénurie de tests, pénurie qui va en diminuant parce qu'on a de plus en plus de façons de tester. Mais le fait est qu'il faut garder nos tests pour les gens chez qui ça va faire une différence au niveau du traitement. C'est pas tant un test de dépistage qu'un test de confirmation. Et l'autre chose, c'est que si on ouvre une clinique comme ça puis qu'on dit « go, tout le monde, allez-y », il y a nécessairement des gens qui vont être positifs, qui vont y aller, mais il y a surtout, à ce moment-ci, beaucoup de gens négatifs qui vont se rendre et qui risquent de l'attraper. Donc, d'une part, limiter la contagion, d'autre part, utiliser au mieux possible les tests et les ressources disponibles. Et c'est toujours, pour nos élus, balancer les deux. Exactement. Dans toute cette histoire qu'on traverse, c'est toujours un équilibre entre les risques et les bénéfices. Le risque zéro, on le rappelle, n'existe pas. Docteur Marquis, très précieux de vous avoir. On remet ça à 9 h. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure.